Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus, de me rejoindre ce soir. Vous permettez tout d'abord de remercier nos hôtes, Monsieur et Madame Malabini, qui ont toujours la gentillesse de nous recevoir dans ce cadre tout à fait original. Et il y a toutes ces richesses, on découvre toujours avec un certain respect. Merci. Ce soir, nous sommes réunis là pour une séance de signature d'un ouvrage que j'ai consacré au tableau que mon père avait peint tout au long de sa vie. Mais avant de me livrer à une séance de signature, je voudrais vous présenter en toute simplicité, d'une part, la création, la fabrication, si vous voulez, du livre, et d'autre part, bien évidemment, cet artiste inconnu, quasiment inconnu, du grand public. Alors, l'idée de réaliser un livre est née il y a quelques années. Elle ne s'est pas imposée tout de suite, vous pouvez bien le penser. Elle s'est développée à partir du moment où j'ai été obligé de classer, de regrouper, de dépoussiérer un certain nombre de tableaux après le décès de mes parents. Et ces œuvres étaient parfois en mauvais état, il a fallu les soigner, il a fallu les arranger. Et l'idée m'est venue alors de les photographier pour réaliser ce qu'on appellerait tout simplement un album de famille. J'ai pris alors mon matériel photographique, j'ai commencé patiemment, parfois même avec l'aide de ma fille, qui s'en souvient sans aucun doute, commencé à photographier ces œuvres qui étaient parfois assez volumineuses. Et je me suis ensuite appliqué à mesurer chacun des tableaux, à transcrire soigneusement à côté des photos les indications concernant les dimensions des œuvres, la nature de la technique utilisée par l'artiste, crayon, fusain, aquarelle, huile, bien évidemment. Et une fois cet album terminé, j'ai pensé qu'il fallait être quand même un peu moderne et qu'il fallait passer au stade de l'informatique. Alors j'ai tout repris, et avec mon ordinateur et mon scanner, et évidemment, patiemment, j'ai transformé les photos, enfin les documents argentiques, comme on dit aujourd'hui, en documents informatiques. Ça a pris un certain temps, comme vous pouvez le penser, et c'était très intéressant parce que ça m'a permis en même temps d'effectuer un premier tri. Et en fait, sans que je m'en rende compte, le livre était né. Le livre était né parce que la réalisation du brouillon de l'ouvrage prenait forme et la nécessité de réaliser un ouvrage complet s'imposait petit à petit, c'est évident. Donc vous voyez que la réalisation de cet album familial était bien le point de départ de l'ouvrage que vous allez découvrir tout à l'heure. Mais pour qu'un livre existe vraiment, il fallait que je fasse une sélection, parce qu'il y avait environ 250 tableaux et dessins à traiter, et je ne pouvais pas tous les faire apparaître dans cet ouvrage. J'ai donc sélectionné les œuvres, j'ai passé beaucoup de temps à étudier la mise en page, les remplacements des documents en vis-à-vis, j'ai créé un certain nombre de chapitres, et j'ai réussi finalement à faire un ensemble qui me semblait être un ensemble cohérent. Dans cet ouvrage, vous remarquez que l'image s'impose, c'est volontaire. J'ai éliminé le texte, ou j'ai mis, disons, très peu de texte, juste quelques phrases au début de chaque chapitre, de façon à mettre en valeur véritablement l'image, un peu comme dans un catalogue d'exposition.
Il y a ensuite, évidemment, l'élégante préface qui a été rédigée par M. René Novella et qui permet, évidemment, de guider le lecteur. La réalisation de cette maquette étant achevée, il fallait bien trouver un éditeur. Alors j'en ai trouvé un extrêmement gentil qui devait venir et qui arrivera peut-être dans quelques minutes et qui a confié à ses services le soin de traiter cette maquette. Et cette maquette a été respectée scrupuleusement, ce qui fait que ce que vous avez et ce que vous aurez entre les mains correspond très exactement à ce que j'avais mis en place et réalisé. Alors ça, c'est assez rare, parce que parfois il y a des modifications importantes, et je crois qu'on peut remercier l'éditeur d'avoir pris soin de réaliser cet ouvrage dans ces conditions. Donc vous voyez bien que le livre est une réalisation tout à fait personnelle, qui a été faite avec la conviction profonde qu'il fallait conserver la trace d'une œuvre qui était, je ne dirais pas inconnue, mais quasiment inconnue du grand public. On va donc oublier pendant quelques instants les grands courants artistiques qui ont agité le XXe siècle, en particulier la première moitié du XXe siècle, et on va s'occuper d'un dessinateur, d'un peintre, qui était totalement à l'écart de ces grands mouvements culturels, de ces grands mouvements picturaux, et qui probablement ne comprenait pas très bien pourquoi son fils, c'est-à-dire moi-même, s'intéressait d'ailleurs au futurisme, en particulier au futurisme italien. Mais il ne le disait pas, il laissait faire. Je dirais que les réalisations que vous découvrirez étaient connues pratiquement uniquement de l'entourage familial et de quelques amis. Alors, il faut remarquer d'abord que ce que vous aurez entre les mains ne correspond pas tout à fait à la chronologie de la réalisation des œuvres de mon père. C'est pourquoi je voudrais ici, rapidement, vous présenter l'évolution de sa carrière. On peut, à mon avis, considérer que sa production artistique s'articule en trois parties. La première, c'est une partie qui est, je dirais, très proche de la formation universitaire, qui est donc profondément marquée par l'étude des maîtres et par la peinture, disons, traditionnelle. La deuxième est consacrée essentiellement à des productions de type à caractère commercial et correspond à des travaux qui étaient destinés à l'imprimerie. Et la troisième, la plus importante, voit se développer un art qui est plus libre et plus personnel. Donc vous voyez trois parties, trois périodes qui sont bien définies et dont la production est marquée d'ailleurs par l'évolution économique et sociale. Alors, la première période, donc, je vous disais, suit immédiatement les études que l'artiste a pu faire à l'École des Beaux-Arts de Paris dans les années 20. On ne s'étonnera donc pas que cette période-là soit fortement marquée par l'empreinte, je dirais, académique. Il s'agit là essentiellement de portraits, de nus et de quelques paysages. En ce qui concerne les portraits, ce sont ceux de personnes qui font partie de l'entourage immédiat de l'artiste. Alors, je pourrais citer une amie, un camarade d'université, sa future épouse, et des œuvres qui sont, que l'on peut situer essentiellement dans les années 30 et une partie des années 40. Alors, dans tous les cas, si vous observez ces tableaux, vous remarquerez que ce qui domine, c'est la précision du trait
le souci du détail, la fidélité de la reproduction. C'est là qu'on est encore proche de l'empreinte universitaire. L'artiste veut rester proche de la réalité, mais en même temps, on se rend compte que de temps en temps, eh bien, il cherche à nous communiquer ce qu'on pourrait appeler la vérité du modèle, en particulier en ce qui concerne les portraits. Pour ce qui est des portraits, on n'est pas du tout donc en présence d'un réalisme froid, mais bien évidemment de la recherche d'une sensibilité du modèle et du désir de l'artiste de nous faire découvrir cette sensibilité. En ce qui concerne les nus, là on dira qu'ils sont de facture beaucoup plus académique, très proche de ce qu'ils devaient réaliser sans doute sur les bancs de l'école des Beaux-Arts, et le côté personnel n'est pas vraiment présent dans ces œuvres. Vous pourrez le constater, et on voit bien qu'elles ont marqué une époque. Par la suite, on remarquera que l'artiste n'a plus exploité ni la voix des portraits, ni ce qui concerne l'étude des nus. Il y a bien eu une tentative dans les années 60, mais c'est plutôt un exercice de style isolé que la volonté de reprendre des travaux dans ce domaine-là. C'est pourquoi il faut souligner que la période des années 30 et des années 40 est bien isolée dans son œuvre. Et on y trouve aussi un certain nombre de paysages. Alors ces paysages sont, comme les portraits et comme les nus, marqués par le souci du détail, la précision de la représentation, mais ça peut s'expliquer parce que l'artiste pratiquait aussi la photographie et s'intéressait effectivement à la reproduction de documents photographiques. Mais on constate que ces séries de paysages, j'y reviendrai tout à l'heure, sont parfois accompagnées d'œuvres à caractère un petit peu plus personnel. Alors on trouve là des travaux qui ont été faits pendant, juste un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant un voyage également qu'il a fait en Alsace, et ça nous permet de contempler des représentations. Le souci du détail est toujours l'élément essentiel. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans les années 40, déjà, on voit apparaître quelques paysages qui sont traités de façon plus personnelle, qui s'éloignent de cette période purement académique, je dirais, et qui nous annonce déjà une période plus importante, la troisième, sur laquelle je m'appesantirai un petit peu tout à l'heure. Il y a ensuite une deuxième période, plus courte, qui correspond à peu près à une dizaine d'années, dans les années 50, où nous trouvons des choses tout à fait différentes, c'est-à-dire des travaux consacrés à l'imprimerie. Et cette période va entraîner bien évidemment un ralentissement dans la réalisation des œuvres à caractère personnel. Mais cette période est intéressante parce qu'elle concerne des commandes à caractère commercial, mais elles nous font découvrir un certain nombre de témoignages d'œuvres qui se rattachent à la vie de Monaco à l'époque. Alors il nous reste aujourd'hui très peu de témoignages de ces documents qui étaient destinés à l'imprimerie des années 50. Ça peut s'expliquer parce qu'à l'époque, pour des raisons économiques, lorsque un artisan livrait des travaux
à un imprimeur, il ne gardait pas de double, ou très peu, très rarement, et il n'y avait pas, bien évidemment, les facilités de reproduction que nous connaissons aujourd'hui à tous les niveaux. Donc, nous avons là quelques dessins, et j'en ai fait figurer un certain nombre, notamment dans le chapitre qui est consacré à la Méditerranée, où j'ai pu retrouver d'abord des dessins qui sont intéressants parce qu'ils sont signés. Alors, il est rare qu'on trouve des publicités qui sont signées, elles le sont, en tout petit caractère d'ailleurs. Ensuite, vous verrez dans le livre que ces témoignages publicitaires ont quand même un caractère artistique, parce qu'ils représentent des paysages. Et quel type de paysage? Eh bien, ceux de la principauté de l'après-guerre. On y découvre en particulier le port, où il n'y a pratiquement aucun bateau, ce qui date bien le document. Et on constate que l'existence même de ces documents permet de voir que beaucoup de sociétés en principauté permettaient à des artisans de travailler et de fournir des travaux. On citera ceux qui sont en rapport avec la principauté, bien évidemment. On pourra citer aussi quelques rares documents concernant des vins et spiritueux où on représente de façon assez amusante, assez artistique des produits qui sont proposés à la vente. Dans tous les cas, il s'agit de productions modestes et on est bien loin évidemment des publicités style art déco que l'on s'arrache aujourd'hui dans les ventes aux enchères. On est bien loin aussi des publicités très sophistiquées qu'on peut réaliser aujourd'hui avec les techniques modernes. Mais je pense que ce sont des témoignages sans prétention qui néanmoins ont un caractère artistique et qui sont les témoins d'une époque. Comme je vous l'ai dit, cette période consacrée à des travaux publicitaires éclipse pendant quelque temps, à cause du manque de temps, bien évidemment, la production artistique qui va reprendre un petit peu plus tard, de façon plus étoffée, dans les années 60, lorsque l'artiste va retrouver une situation professionnelle plus stable, avec celle de professeur de dessin, et notamment de professeur de dessin à domicile. C'est donc la troisième période, cette période qui durera pendant 20 ans, qui est la plus importante, la plus longue. Et moi, j'étais adolescent, du moins au début, et j'ai vu naître une grande partie de ces œuvres. Et je vous avoue que l'image d'un père assis pendant de longues années devant un chevalet reste évidemment une image très forte. À cette époque, d'ailleurs, sans que j'ose le dire, je me demandais pourquoi toutes ces œuvres n'étaient pas destinées à l'exposition ou à la commercialisation. Et je me rendais compte que l'artiste, en fait, travaillait pour lui, tout seul, dans ses moments de liberté. Il y a là aujourd'hui encore pour moi une part de mystère, d'autant plus qu'à la fin des années 40, il avait tenté d'exposer ses œuvres et un certain nombre avaient été présentés aux côtés des œuvres d'autres artistes de la principauté en Monaco, comme cela se faisait au sein d'une association. Alors, la mer, les fleurs, la montagne et la campagne constituent la part la plus importante de la production des années 60 et 70. Il s'agit d'œuvres de taille modeste, dont vous avez ici quelques exemplaires, on verra ensemble tout à l'heure. On trouve quand même de grands formats, parfois, mais ces grands formats, on peut constater que
sont consacrés uniquement au paysage et à la montagne. Cette troisième période, est marquée par l'abandon du dessin et du fusain, et ceci se fit au profit de l'aquarelle et de la peinture à l'huile. Néanmoins, il utilisait quand même un peu le dessin pour faire des ébauches, des brouillons, des œuvres qu'il allait ensuite réaliser sur la toile. Ces œuvres, pour la plupart, ont comme sujet l'environnement immédiat de l'artiste, qui ne faisait pas de grands voyages à cette époque-là, notamment pour des raisons économiques, et qui se rendait régulièrement à la montagne. Donc il a énormément peint des tableaux représentant la montagne, représentant la campagne. Et si les toiles et les dessins des années 40 étaient marqués, comme je vous l'ai dit, par cette empreinte académique, à partir des années 60, on voit se développer un style qui est plus personnel, et on sent, si vous voulez, ce désir de traduire l'atmosphère des lieux qui sont représentés. Alors, l'artiste représente toujours des paysages paisibles, des lieux isolés, très rarement des personnages, des animaux, très très rarement, et c'est le paysage qui domine. C'est-à-dire qu'en fait, il représente la nature, il aime retrouver sur la toile cette nature qu'il aimait contempler, dans laquelle il aimait parcourir. Alors bien évidemment, il n'amenait pas toujours son chevalet dans la campagne, et encore moins, bien évidemment, en haute montagne. Pour reproduire les paysages, il se servait de photographie, je vous ai dit tout à l'heure qu'il pratiquait la photographie, et ces clichés l'aidaient à reproduire des lieux dont il voulait ensuite nous faire partager l'ambiance et recréer l'atmosphère. Alors il y a deux choses dans cette période. Je crois qu'il faut remarquer la délicatesse des aquarelles, qui sont loin comme je vous l'ai dit, des tableaux des années 40 à caractère académique. Et on voit bien ici le désir de communiquer les impressions. Quant aux huiles, qui représentent la campagne, parfois la mer, elles laissent aussi apparaître ce désir de communiquer les impressions, mais elles nous renvoient parfois à des décors de théâtre. Alors pourquoi je parle des décors de théâtre? Tout simplement parce que l'artiste avait aussi participé au sein du studio de Monaco à la réalisation d'un certain nombre de décors de théâtre pour les pièces qui étaient données par cette association. Vous voyez donc que si on considère l'ensemble de l'œuvre, on constate que plusieurs voies ont été explorées. Certaines n'ont pas été explorées pendant une période très longue, et qu'en définitive, c'est la campagne et la montagne qui dominent, dès les années 40 d'ailleurs, et jusqu'aux années 70, à peu près. C'était en fait la campagne qui représentait un refuge pour l'artiste, et c'est ce qu'il voulait nous montrer essentiellement. Et je vous dirais en conclusion qu'une grande partie des œuvres qui ont été représentées dans le livre, et qui ont été présentées dans le livre, moi je les ai vues naître, je les ai vues se construire petit à petit sur la toile, sur le papier. J'ai souvent pu suivre le choix des couleurs, la mise en place des différentes parties d'un tableau. J'ai pu observer la main qui mélangeait ces couleurs et qui les appliquait avec dextérité, ce qui, pour le jeune homme que j'étais, était toujours un sujet d'admiration. Et je considère que d'avoir pu suivre une partie de la réalisation de ces œuvres est un privilège.
C'est pourquoi je pensais que un certain nombre de ces réalisations méritaient d'être sélectionnées, d'être mises dans un ouvrage, dans un recueil, et présentées enfin au grand public. Car je suis en effet profondément convaincu que cet homme, qui était un homme très discret, peut-être trop discret, en fait, il ne peignait pas que pour lui, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Merci.